cet épisode de l'Afrique parle Bitcoin, le podcast qui donne la parole à ceux qui font bouger les choses dans le domaine des crypto-monnaies en Afrique. Mon nom est Prince Don, hôte de ce podcast. Je vous propose de mener des discussions chill avec des gens qui ont des choses intéressantes à partager sur Bitcoin. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Eric Chepanou, qui est ingénieur TechOps. Il est basé à Londres et c'est un Bitcoiner, j'ai envie de dire, passionné. Alors, dans la durée de l'épisode, on va essayer de parcourir ensemble son histoire avec Bitcoin et puis les perspectives que Bitcoin peut ouvrir pour nos communautés, pour nos usages. Bonjour Eric, je te laisse te présenter si j'ai oublié quelque chose. Oui, bonjour Prince et bonjour à toute la communauté d'Afrique par Bitcoin. Je dirais que pour moi, c'est un plaisir d'être ici et de pouvoir parler du Bitcoin avec quelqu'un qui est autant passionné pour le Bitcoin que moi. Et donc, comme tu le sais bien, je suis un ingénieur TechOps. Je travaille à Londres depuis 2006 déjà. Et dans le cadre privé, je m'intéresse énormément au Bitcoin. Bitcoin que j'ai euh, Bitcoin, il a croisé mon chemin, je crois en 2011. En 2011 et j'ai un parcours classique là-dessus, c'est-à-dire j'ai entendu parler du Bitcoin et pour moi, dès le départ, je veux dire, j'ai trouvé ça très intéressant, quoi. Parce que, bon, écoute, je suis de la génération africaine qui a connu la dévaluation du franc CFA Ouais. et j'ai vu devant moi euh, la classe moyenne se désintégrer. J'ai vu la société camerounaise se désintégrer devant mes yeux. Et moi, quand j'entends parler du Bitcoin pour la première fois, on me le présente comme une alternative au système monétaire actuel sur laquelle aucun gouvernement n'a une influence. Alors pour moi, c'est le déclic et je trouve ça assez passionnant et c'est comme ça que je me lance dedans, quoi. Bon, c'était un long combat, hein, il faut dire, jusqu'au moment où j'ai vraiment compris de quoi il s'agit. Il a fallu pas mal de temps. Et j'en parle autour de moi. Ça n'a pas toujours été facile, hein, parce que le Bitcoin, pendant très très longtemps, a eu une très très mauvaise presse, quoi. Donc, pouvoir défendre ses convictions sur le Bitcoin dans le milieu social, bien familial, c'était pas toujours évident. Et ça a changé, hein. Il y a eu un changement depuis certaines années. Et bien sûr, la montée du prix a aidé énormément. Mm. Et voilà, quoi. Donc, on pourra encore en parler un peu plus long de l'épisode. Euh, ouais. Ouais, enfin, on en parlait en off tout à l'heure. Je t'expliquais que moi, un des éléments qui avait créé le déclic et qui m'a emmené à lancer ce podcast-là, c'était la désinformation. La désinformation, le manque d'information à propos de Bitcoin dans nos communautés. Encore est-il qu'il y a eu des arnaques, plusieurs arnaques successives et la dernière en date, ça a été comme, ça a été comme un déclic, un déclencheur fort, en fait. Quand j'ai vu autant de personnes qui avaient perdu leur argent en espérant trouver la richesse, en espérant sortir de, de leur turpitude, j'ai envie de dire, par les cryptos, parce que finalement, c'est ça qui leur a été vendu et que finalement, ils ont été arnaqués. Je me suis dit, bon, là, faut que je fasse quelque chose. C'est comme ça que j'ai commencé à produire le Bitcoin. Il me semble que tu as un peu une expérience pareille, en fait. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais moi, disons, après avoir longtemps essayé d'initier les gens autour de moi, surtout ma famille proche, dans le Bitcoin, je crois que c'est en 2018 que j'arrive à rassembler un petit groupe que je convainc d'investir 50 euros comme ça par mois mensuellement dans le Bitcoin. Et ben du coup, c'est de la famille très proche, quoi. Bien sûr, il faut qu'il y ait la confiance qui règne parce que tout était un peu centralisé. Cette personne m'a envoyé de l'argent et je l'ai placé sur le marché pour elle, quoi. Donc on a fait comme ça chaque fois, chaque mois, pendant 2 ans. Et tout s'est très bien passé, hein. Et tout s'est très bien passé. Et après, j'ai d'autres personnes qui se sont intéressées parce qu'elles étaient
Ben, parce que ben, on avait les résultats. Hein. Bon, quand je dis on avait les résultats, ça veut dire on a fait du x10, on a fait quand le Ouais, Bitcoin était à... 2018, Ouais. Ah non, là c'était le bull run. ça c'était quand on atteint le pic dernièrement, où on a atteint les 69 quoi. Donc Ah, ok. notre compte a explosé, Mhm. notre compte a explosé et ben ça fait du bruit autour. Parmi mes proches, il y en a certains qui se sont rapprochés et qui voulaient en savoir plus. Bon, déjà, chaque fois que le Bitcoin montait, ben, tout le monde m'appelle ben, à propos le Bitcoin, là, ça se passe comment. Et c'est comme ça que j'ai des nouvelles personnes que je dirais, bon, je coach hein, dans le Bitcoin et je les conseille. Et plus tard, j'apprends qu'une des personnes que je conseillais ben, s'est lancée dans l'IA Limal. Et moi, ça m'a fendu le cœur parce que l'IA Limal, ben écoute, hein, il m'a fallu 30 minutes hein, pour comprendre de quoi il s'agit, tu vois. Donc, on a l'habitude, hein, parce que moi, j'ai vécu la période des ICO en 2017-2018. Ben, tu sais, quand tu as vécu cette période, ben, tu sais les reconnaître, hein, les arnaques, tu les vois de Mm. loin, quoi. Et ben, voilà, moi, ça m'a fondu le cœur. Et c'est ça qui m'a poussé maintenant à peut-être produire du contenu. Bon, j'écris des choses. C'est pas. euh, Ça m'a poussé donc à écrire un peu plus sur le Bitcoin, mes pensées, essayer d'organiser mes pensées par écrit. Et j'ai écrit sur BitConnect. Je ne sais pas si tu as connu l'aventure BitConnect, qui pour Oui, moi, en ouais, si, fait, si, tout à fait. ouais, pour moi, l'IA Primal, en fait, c'est un copier-coller du BitConnect. Et j'ai partagé donc mes réflexions à toutes les personnes dans mon cercle privé, quoi, euh, pour leur faire comprendre en fait que, ben, écoutez, vous n'avez pas vraiment besoin de vous lancer dans les arnaques. Et ouais, c'est comme ça, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à produire euh, un peu de contenu. Ben, je ne le fais pas de façon religieuse, hein, je ne le fais pas de façon professionnelle, c'est juste Mm. à titre privé. Et voilà, c'est tout. Quoi. Et je n'ai aucune prétention d'être un spécialiste en quoi que ce soit. Hein. Je dis juste ce que je pense et voilà, c'est tout. Voilà. Ouais, justement, parlant d'arnaque, je qu'on s'attarde un peu Mhm. dessus, en fait. Ouais. Qu'on parle un peu de la philosophie derrière ces scams-là, et Mhm. surtout pourquoi il y en a autant dans notre communauté, et surtout pourquoi les gens tombent toujours dans le panneau, parce que j'ai Mhm. l'impression que tous les 3 mois, il y a un nouveau lié mal. Ça a Mhm. été Trésorex, moi je me rappelle, à l'époque quand j'étais étudiant, dans les années enfin, 2007, 2008, il y avait un truc de trésoresque, une arnaque qui avait pris plein de personnes. Il y a eu, plus récemment en Côte d'Ivoire, il y a eu le truc de l'agro-business. Ça a été une arnaque qui est remontée même au plus haut sommet de l'État. Et je suis persuadé qu'il y a eu des scandales de ce type-là au Cameroun. Et puis, pareil, les gens ont très vite bifurqué sur la crypto en utilisant ce prétexte-là pour déployer de nouveaux schémas. Enfin, c'est pas vraiment parce que les schémas ils sont pareils, de nouvelles appellations, de nouveaux termes, des buzzwords, des appellations marketing, machin et tout, pour pousser les gens toujours à y aller. Je sais pas si tu as déjà essayé de pousser la réflexion dessus et Mhm. puis, enfin, qu'est-ce que tu en penses, toi, en fait? Mhm. Ouais, c'est une très intéressante question. Hein. Moi, personnellement, je pense que bon, je vais me limiter au Cameroun Mhm. et peut-être on pourra, par extrapolation, Mhm. dire pour toute l'Afrique francophone du CFA, on est en fait emprisonné dans un système monétaire qui nous dessert. Quand je dis nous, c'est la majorité des personnes. Et tu vois, tu as des personnes qui travaillent très dur pendant leur vie et qui vraiment ont du mal à, à pouvoir, à pouvoir conserver leur épargne, tu vois. Et c'est comme ça, tout le monde essaye toujours d'investir dans quelque chose. Euh, on a très peu d'opportunités hein, d'investissement. Soit tu achètes un terrain, et soit peut-être tu construis un immeuble. Mais ça a besoin de beaucoup d'apports financiers au départ. Quoi. Donc, ces arnaques ont donc ainsi trouvé un terrain fertile en Afrique parce que tout le monde veut justement sortir
euh, de ce système, en fait, euh, qui les dessert, quoi. Et c'est ça, moi, je te disais tout à l'heure en off, j'ai eu l'occasion d'animer un séminaire au Cameroun sur le Bitcoin. Et chacun des participants qui était venu m'écouter avait une histoire d'arnaque dans laquelle elle s'est fait flouer, quoi. Et moi, ça m'a brisé le cœur, quoi. Et c'est ça qui m'a fait réfléchir. Mais pourquoi, en fait, quoi. Tu vois. Et c'est ce que je viens de dire. Et en fait, je suis donc arrivé à cette conclusion ouais, que je viens de partager avec toi, quoi. Mhm. Ouais, tout à fait. Et enfin, moi, je rajoute à ça, parce que ce que tu dis, c'est très vrai. Le terreau fertile qui vient du fait que notre système monétaire, déjà, système financier, j'ai envie de dire, déjà, il n'est pas accessible à tous. Donc, tu as une bonne partie de la population qui n'est pas bancarisée. Donc, ça veut dire pas de possibilité d'épargner, déjà. Enfin, pas de façon pérenne, j'ai envie de dire. Et puis, très peu d'ouverture sur la possibilité de se faire financer ou bien d'utiliser les effets de levier pour des projets et tout. Mais l'autre élément aussi, c'est que euh, l'éducation financière, on en manque un peu. Je veux dire, de façon générale, à l'école, bon, moi, on m'a jamais appris à l'école les bases de l'éducation financière. C'est tout seul la curiosité qui m'y a emmené. Et il y a pas mal d'éléments dans l'environnement qui ont tendance à passer les messages de l'enrichissement rapide et facile, en fait. Tu vois. C'est un vrai problème à mon sens, hein. Je veux dire, la jeunesse est exposée tout le temps à ce type de message. Et donc, quand en face, tu as des gens qui vous présentent des opportunités d'enrichissement rapide, les gens se posent pas plus de questions que ça. Pour eux, c'est normal, c'est comme ça que tout le monde s'enrichit. Donc, c'est pas un red flag pour eux, en fait. Et donc, ils se lancent dedans et c'est un vrai problème. Je vois de plus en plus d'initiatives, heureusement, de personnes qui veulent sensibiliser à l'éducation financière et au fait qu'il n'y a aucune richesse, il y a aucune richesse, comment dire ça, richesse pérenne, richesse, comment on appelle, comment dire ça, bonne richesse, j'ai envie de dire, qui se fait rapidement, en fait. Mhm. Faut comprendre Mhm. les concepts d'intérêt composé, d'épargne. Vraiment, ça c'est un truc enfin, que j'ai développé au fil de mes lectures et qui est très intéressant. Je veux le partager avec toi. Tu me diras ce que tu en penses. C'est un mec qui disait que quand tu commences dans la vie active, s'il y a une chose, un chiffre, enfin, ouais, un chiffre que tu dois surveiller particulièrement dès les premières années de ta vie active, c'est ton taux d'épargne. Que c'est la chose fondamentale que tu dois surveiller, sur laquelle tu dois travailler, en fait, toi, en tant que jeune qui commence. Déjà, intégrer le fait que bah, l'épargne, c'est pas discutable, c'est quelque chose que tu dois faire systématiquement, tu dois épargner, mais tu dois être attentif à quel pourcentage de ton argent tu épargnes, de ton revenu tu épargnes. Et ça, tu dois travailler à faire croître ce pourcentage-là un maximum possible. Donc, le tirer à son maximum, en fait. Donc, quand tu travailles, si tu peux profiter de continuer de vivre chez tes parents pour augmenter ton pourcentage d'épargne, tu le fais à un maximum. Si tu peux te priver de certaines choses, de certains plaisirs, après, il y a des impondérables et tout, certains plaisirs, pour augmenter ce taux-là, fais-le. Mais genre, travaille ce taux d'épargne à un maximum. Parce que ça te permet d'avoir un capital. Et maintenant, quand tu as un capital suffisant et tu commences maintenant à regarder les possibilités d'investissement qui te permettent de faire fructifier ce capital en tenant compte des aspects de risque. Mais tu vois, ce genre de messages-là, on les a très peu. En fait, on les reçoit, on est exposé à ça, on est très peu exposé à ça. Je trouve ça assez dommage et heureusement que de plus en plus, il y a des initiatives qui le font et je trouve ça à encourager, en fait. Ah oui, ce que tu dis est vraiment très pertinent. Euh, donc moi, ce que je retiens, c'est tu as dans la société cette asymétrie de l'information, où Mm, tu as toute une petite minorité qui a
qui connaît tous ces leviers et qui a l'information et qui l'utilise malheureusement euh, euh, de façon pas très avantageuse quoi, pour la majorité. C'est en fait le problème qu'on a eu avec l'IEP IMAD où les gens se font miroiter cette idée d'enrichissement rapide et c'est dommage. Et je me reconnais dans ce que tu dis euh, avec, c'est-à-dire la nécessité de l'épargne. Ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Bah, où que tu sois, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, c'est quelque chose par contre de tellement fondamental pour une société qui pour une société quoi. Et ben, on l'apprend comme ça sur le tas. Moi, Mm, personnellement, c'est à la naissance quand je suis devenu papa que mhm. tu vois, et c'est comme ça que le déclic est venu. Et tu vois, et c'est ça quoi. Et ben, on s'y met quoi. Mhm. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, on va revenir un peu à Bitcoin. Tu nous as un peu présenté comment tu as connu Bitcoin. Est-ce que tu peux nous dire un peu ta manière d'expliquer Bitcoin? Parce que ça, c'est quelque chose, bon, en tant que Bitcoiner, c'est une difficulté qu'on a tous connue, hein. Enfin, pouvoir facilement faire assimiler aux gens en face, à nos proches. Parce que je sais pas si tu le vis, hein, c'est comme, c'est une excitation particulière. Ça te brûle, j'ai envie de dire, à l'intérieur quand tu comprends le truc et que tu veux faire comprendre ça aux gens de la même manière que tu le comprends. Mais après, bon, la manière dont tu comprends, c'est guidé par les longues heures de recherche que tu as fait. Mais bon, tu veux essayer d'allumer la flamme chez quelqu'un très vite parce que tu profites d'un instant fugace ou d'une opportunité, tu vois. Comment est-ce que toi, tu l'expliques quand tu n'as pas beaucoup de temps et puis tu veux être impactant sur sur le concept? Ouais. Je me rappelle la première fois que j'ai été confronté à cette question, c'est quoi le Bitcoin? Je n'avais en fait jamais réfléchi dessus, tu vois. Je n'avais jamais vraiment pris le temps de réfléchir à comment répondre à cette question. Et je me rappelle avoir donné une réponse qui était en fait la conclusion d'un certain raisonnement intérieur que j'avais fait, mais qui, je veux dire, pour un profane, aurait été très difficile à comprendre ou bien à digérer, quoi. Et je me rappelle à ce moment, donc, je me suis rendu compte, non, non, ça n'a pas marché, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à réfléchir sur la question, comment est-ce que tu pourrais expliquer Bitcoin à quelqu'un, je veux dire, disons, elevator pitch en 2 minutes. Mm, Et voilà. Donc, il faut dire aussi que ça dépend de la personne à qui tu es en face. ouais. Tu vois, ça dépend de leur background professionnel, social et tout. Mais en général, pour moi, au Cameroun, tu vois, la majorité des personnes qui s'intéressent au Bitcoin, ce sont des gens, tu vois, qui veulent épargner, Mm, qui veulent épargner et qui veulent épargner. Et moi, je pense que Bitcoin, c'est vraiment le meilleur outil d'épargne qui existe, hein. Et bon, tel que moi je le présente, c'est moi, je dis depuis 2009, on a deux systèmes monétaires parallèles. Il y a un qui est inflationniste, c'est-à-dire le système monétaire traditionnel. Et ben, on sait tout ce que ça veut dire, un système monétaire inflationniste, où la masse monétaire augmente de façon aléatoire, mais toujours vers le haut, et les mm, conséquences que ça peut avoir sur le pouvoir d'achat. Et en face de ça, on a un autre système monétaire déflationniste, c'est-à-dire avec une masse monétaire plafonnée à 21 millions et un taux d'inflation négatif, mm. c'est-à-dire c'est-à-dire l'émission de nouveaux jetons qui diminue de moitié tous les 4 ans, etc., etc. Et les implications que ça a d'avoir un système monétaire déflationniste. Bon, ça, on peut l'expliquer en quelques mots, hein, c'est-à-dire le pouvoir d'achat sur le long terme, il va monter, quoi, il va tendre vers le haut. Et moi, je dis, ce serait donc judicieux, au lieu de mettre tous ces œufs dans un panier, de les mettre dans ces deux paniers, quoi, de jouer sur les deux tableaux. On Mm. ne veut pas dire forcément de mettre 100% ou bien 50-50%, mais on peut mettre 90 dans le système traditionnel
et dix Mhm. pour cent dans le nouveau système monétaire qu'on a, celui du Bitcoin. Et avec le temps, peut-être faire varier les taux en fonction de comment on se sent à l'aise avec le système Bitcoin. Et c'est ça, quoi. Donc, on a un nouvel outil qui est à notre disposition. Et il faut donc pouvoir s'en servir. Parce que, justement, euh, tu vois, le Bitcoin, c'est une monnaie, enfin, je me répète, hein, c'est une monnaie déflationnaire. C'est ça, déflationnaire. Inflationniste, Et, ouais. ouais, ouais, déflationniste. Et ce serait dommage de ne pas en profiter, quoi. Mhm. C'est intéressant la manière dont tu le présentes, parce que euh, généralement, les gens sont, les gens entendent parler de crypto et le perçoivent, ouais, le perçoivent comme un investissement, comme un investissement risqué, un investissement, euh, un actif qui est volatile et tout, mais pas toujours comme une épargne. Et ça, Ouais. c'est un narratif qui est très courant dans la communauté Bitcoin. Et ils le disent, c'est que Bitcoin, c'est pas un investissement. Bitcoin, c'est le meilleur instrument d'épargne qui existe au monde. Ouais. Le gars, il dit qu'il n'achète pas Bitcoin pour se faire de l'argent, pour augmenter sa richesse. Il achète Bitcoin pour ne pas être pauvre, en Mhm. fait. Tu vois, Ouais. il achète Bitcoin pour conserver sa valeur. Donc, lui, il dit, il n'achète pas Bitcoin, il se débarrasse de ses dollars. Mhm. Ouais. Je sais Ouais. plus qui le disait sur Twitter, mais je trouve ça très Mhm. profond. Et Très ouais, pertinent. ça peut être, enfin, c'est très certainement une bonne piste d'onboarder des gens dans ce système-là de cette manière, plutôt que de leur présenter ça comme un investissement, Mhm. mais comme une épargne. Une Ouais. épargne, c'est tu t'exposes à ça, mais sur du long terme. En fait, tu t'attends pas à dépenser ça maintenant. Et puis, c'est ça les bonnes pratiques en la matière. Je veux dire, Bitcoin, faut s'y exposer sur du long terme. Si tu espères faire 50% en 2 mois là, tu vas te casser la gueule. Si tu essaies de timer le marché, bah, tu vas te brûler les ailes. Donc, achète régulièrement sur une partie de ton épargne. En tout cas, moi, c'est le conseil que je donne. Je constate que c'est la même chose que tu fais. Achète du Bitcoin régulièrement sur une partie de ton épargne et puis apprends Bitcoin. Et le truc, c'est que au fur et à mesure de ta connaissance, de ta compréhension du Bitcoin, je pense qu'on a plus tendance à augmenter le pourcentage d'épargne qu'on met, qu'on convertit en Bitcoin qu'à le réduire, hein. Enfin, moi, En je effet. connais très peu de personnes qui ont étudié sérieusement le sujet et qui en arrivent à la conclusion de ouais, c'est de la merde, je vais C'est pas pas le faire. possible. Ouais. 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 Je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord. Et je crois qu'on doit faire attention justement à la façon de le présenter. Il y a certains narratifs, par exemple celui de l'investissement, Mhm. qui peut-être ont l'air intéressants, mais ils ne sont pas aussi puissants, n'est-ce pas, que par exemple le narratif de l'épargne. Le narratif de l'épargne est quelque chose de fondamental. Tu l'as dit, tu l'as très Mhm. bien expliqué tout à l'heure. L'épargne est quelque chose de fondamental. On sait tous qu'on doit épargner. Bon, tu connais l'histoire de la cigale et de la fourmi, quoi, qui Mhm. nous l'apprend depuis qu'on est petit. Euh, et c'est pour ça que moi, je préfère, et je dis, quand je parle d'épargne, je le fais à dessein, quoi, pour les Mhm. raisons que tu as évoquées. Et c'est vraiment le meilleur outil d'épargne qui existe. Et on peut commencer à 5%, même plus bas, hein, et plus on s'informe, plus on est à l'aise, et plus on augmente le taux d'épargne, quoi. Et on le fait de façon régulière. Et crois-moi, tout le monde comprend ce message, quoi. Tout le monde comprend ce message et peuvent l'intérioriser et se lancer, quoi. Moi, en fait, c'est comme ça que je fais, quoi, quand j'ai l'opportunité d'en discuter avec, avec des gens, quoi. Ok. Et je vais t'emmener sur un autre terrain sur lequel on a déjà interagi sur Twitter. C'est les nombreuses initiatives de création de blockchain africaines ou panafricaines.
Je pense qu'on en a vu passer plusieurs. On a interagi sur l'une d'entre elles. C'est quoi ton ressentiment par rapport à ça et comment tu le perçois et surtout, euh, euh, enfin, comment est-ce que tu envisages ce type d'initiative? Oui, l'idée d'une blockchain africaine, ça n'a rien de nouveau. On a eu, euh, on a eu le même discours avant la blockchain avec le franc CFA, l'idée d'une monnaie panafricaine. C'est en fait, c'est le même récit, quoi. Et bon, peut-être avant c'était justifié, mais je crois qu'aujourd'hui c'est plus le cas parce que euh, pour moi, cette monnaie africaine, panafricaine, elle existe déjà, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est un protocole monétaire qui appartient à personne individuellement, mais à tout le monde de façon collective. Il n'y a pas, euh, il n'y a pas une blockchain européenne ou bien américaine. C'est le Bitcoin, c'est le Bitcoin. Tu as des gens dans la communauté africaine qui sont impliqués dans le Bitcoin, euh, je pense intuitivement à Fodé Diop, je pense à le nom m'échappe, mais je sais que le Lightning Network a reçu la contribution, reçu une contribution, le protocole du Lightning Network a reçu la contribution d'un d'un Américain, mais de descendance nigériane. Tu as Ouais, je plusieurs. vois qui c'est. Il s'appelle Abdul. Enfin, ouais, je vois un peu, mais bon, je mettrai ça dans les notes. Et tu as aussi, surtout au Nigeria, en Afrique du Sud, une très grande communauté qui contribue activement au Bitcoin, soit en tant que programmeur ou bien soit en, en roulant des nœuds du Bitcoin. Mm. Et pour moi, donc, la question d'une blockchain africaine ne se pose plus, quoi. Et aussi pour des raisons pratiques, parce que, bon, tu sais, quand on parle de protocole, c'est très difficile de voir plusieurs protocoles coexister, quoi. Mm. Tu vois, le Bitcoin en tant que protocole, il va s'imposer, hein. Personne ne viendra à l'idée de créer un Internet, Bis. un Internet africain. Personne ne Mm. viendra à l'idée de créer un USB africain, quelque chose comme ça, quoi. Parce que, bon, écoute, dès qu'un protocole, ce serait tellement contre-productif parce que, en fait, euh, ce serait isoler les Africains de, du Bitcoin, en fait, l'endroit où il y a toute l'innovation et tout le progrès. Donc, ouais, ouais, c'est ça, quoi. C'est intéressant la manière dont tu le dis, parce qu'aussi, tu vois, les gens n'ont très souvent pas conscience de ce que c'est. Parlant du protocole. Parce qu'en Mhm. fait, un protocole, ça établit une norme. Et généralement, quand une norme s'impose, on fait tout selon cette norme-là, en fait. Et il y a dans un domaine bien précis, ça arrive très peu qu'il y ait deux normes. En fait, c'est une norme qui domine et on fait tout selon cette norme. Et les gens perçoivent les autres crypto-monnaies comme étant des concurrents de Bitcoin, alors que c'est absolument pas le cas. C'est totalement différent. Tu vois, Ouais. et la narrative, elle est, elle est ressassée sans cesse et ça crée de la confusion dans l'esprit des gens. En fait, il y a Bitcoin et il y a le reste. Ça n'a absolument rien à voir. Il faut comprendre que euh, la manière, les conditions dans lesquelles Bitcoin a été créé, il n'y a aucune crypto qui peut reproduire ça. C'est-à-dire, ça émanait de rien du tout et il n'y a eu aucun préminage, il n'y a eu aucun VC qui a financé Bitcoin. C'est quelque chose qui a émané de l'intelligence populaire, en fait. Satoshi Nakamoto a emmené le papier en 2008, là, le white paper du Bitcoin, Mhm. et puis il a présenté ça aux gens. Il a dit qui est-ce qui est prêt à, à participer à ça, en fait. Il s'est pris un râteau. Personne n'a voulu le faire. Il s'est mis à développer son truc. Le premier qu'il a rejoint, c'est Alphine, on l'a vu. Mhm.
il s'est mis Le à légendaire participer. Alfiné. C'est ça. Et le légendaire Alphine, c'est exactement ça. Il s'est mis à participer au protocole, à miner du Bitcoin avec lui, à faire les premiers échanges avec Satoshi Nakamoto. Et puis, au fur et à mesure, les gens ont commencé à s'y intéresser et à y aller de façon spontanée. Pas parce que, pas parce que il y avait un intérêt financier, mais parce que l'idée était révolutionnaire. Et puis au fur et à mesure, les gens y sont allés et puis il y a eu, là ça a commencé à être coté, il y a eu les premiers prix, il y a eu le premier achat physique, donc le Pizza Day et tout. Mhm. Et c'est comme ça que le protocole a grandi et s'est imposé. Aujourd'hui, toutes les cryptos qu'on voit sur le marché, ça part d'une entreprise, une organisation privée qui lance une blockchain. Donc, par définition, en fait, c'est biaisé, c'est contrôlé par quelqu'un. Parce que c'est quelqu'un qui l'a créé et qui a le pouvoir dessus. Mhm. Et surtout, tu as le concept de préminage en lequel ces gens-là, pour financer leur création, ils ont appelé à ce que des gens apportent des sous et en échange, ils leur donnent les premiers, enfin, les tokens, les premiers tokens qui ne sont même pas minés, qui sont créés, qui sont créés comme ça, from thin air, comme on dit, sont créés de rien du tout, là, et on leur donne ces tokens-là. Donc, donc, ça naît, et puis, déjà, il y a des gens qui ont le pouvoir sur ces blockchains-là, tu vois. C'est Ouais. pour ça qu'il y a le concept de euh, ça s'appelle l'Immaculée Conception. Voilà. Mhm. L'Immaculée Mhm. Conception Mhm. de Bitcoin. C'est un Oui. concept qui est très religieux. Mhm. Et je me disais que enfin, ma mère m'entendrait parler de ça, que elle se Mhm. retournerait dans sa tombe de me voir évoquer l'Immaculée Conception pour, pour autre chose que le domaine religieux. Mais c'est Mhm. ça en fait, l'Immaculée Conception de Bitcoin, c'est le fait que Bitcoin est né de rien. C'est des gens qui n'avaient pas d'intérêt monétaire, de, de volonté de manipuler, de contrôler des choses en se mettant à ça. Donc, c'est des gens qui sont venus, qui ont participé au réseau, donc qui ont apporté quelque chose, et en retour, donc, ils ont participé à la sécurisation du réseau, et en retour, ils ont miné des bitcoins. Et il y a aussi cette quand tu commences à parler de ça avec les gens, immédiatement ils se mettent à te dire ouais mais bon de toute façon il y a des gens qui détiennent des bitcoins depuis je sais pas combien de temps, ils sont devenus milliardaires et tout. Il y a ce mythe de personnes qui ont fait fois 10 000 fois 100 000. En fait dans la vraie vie il y en a très peu. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Il Il y y en a en très a, il peu. y en a très peu. Ouais. Les gens ont des horizons d'épargne différents. Des gens qui ont acheté Bitcoin il y a 10 ans, ils ont très certainement eu des trucs qui ont fait qu'ils ont dû vendre leur Bitcoin Ouais. pour acheter quelque chose, pour subvenir à un besoin Ah, particulier. Ou même, à un moment, ils ont dû, je sais, peut-être même perdre la foi. perdre, Genre, ils se ouais. sont dit, bon, Mhm. c'est bon, parce qu'il y a eu aussi des chutes violentes. Enfin, moi, je suis sorti du Bitcoin en 2018, là, quand il y a eu la chute de 2018, je ne croyais plus. Bon, en même temps, ma foi dans Bitcoin n'était pas très élevée, mais bon, je, je pense qu'il y a eu plein de gens comme ça. Et c'est pas correct de penser que il y a des gens qui ont Bitcoin depuis je sais plutôt combien, donc maintenant ils ont des milliards, des centaines de milliards. Il y en a peut-être, mais c'est pas la majorité. C'est Moi, des je me gens dis, qui c'est peut-être viennent une au fur et à poignée. mesure, qui Mhm. rentrent, qui sortent, qui rentrent, Mhm. qui sortent. Et dans Bitcoin, on a des gens qui sont les détenteurs. L'origine du truc fait que c'est c'est absolument pas comme. Si on prend l'exemple d'Ethereum, il y a très peu de personnes qui le savent, mais 70% des Ethers en circulation ont été préminés. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une petite partie, donc les VC, les amis de Vitalik, là, comme on dit, qui détiennent 70% des Ethers. Donc eux, ils peuvent faire d'un peu le marché à n'importe quel moment, en fait. Mhm. Et on a vu ce qui s'est passé avec Luna. Enfin, et toutes ces blockchains, toutes ces crypto-monnaies qui sortent là, ont ce biais-là de Mhm. base qui font que ça peut pas être une norme. À la limite, c'est des entreprises sur lesquelles on mise. C'est comme acheter une action cotée au Nasdaq ou je sais plus trop quoi, mais c'est absolument pas acheter un étalon. Parce que c'est ça l'avenir du Bitcoin, c'est devenir un étalon de mesure de la valeur, tout comme
le mètre est l'étalon de mesure de la longueur, tout comme le degré Celsius est l'étalon de mesure de la chaleur. C'est ça comment on appelle ça, le futur Mhm. de Bitcoin en quelque sorte. Et ça, c'est des choses, ça, faut prendre du temps Ouais. Et ça, pour... c'est fondamental, hein, ce que tu Mhm, viens de résumer. C'est vraiment fondamental pour comprendre la valeur du Bitcoin et la valeur des autres, quoi. mhm, Et quand ce déclic, quand ce déclic se fait, c'est difficile, en fait, maintenant de faire encore cet amalgame Bitcoin et les autres, de les mettre dans le même panier, quoi. Moi, j'ai une autre façon. Je suis bien sûr très d'accord avec tu vois, l'argument de l'Immaculée Conception qui pour moi est un argument de fer, quoi, d'acier. Mais j'ai une autre façon de le voir. Moi, je me dis, en fait, le Bitcoin, il a été créé pour une seule chose, hein. C'est rendre effective la séparation entre l'État et la monnaie. mhm, Et ça a été effectif le 3 janvier 2009, dès que le Bitcoin s'est lancé. Et il n'y a pas, et ça peut pas être amélioré, mhm, tu vois. Dès qu'on a cette séparation entre l'État et la monnaie, ça peut plus être amélioré, quoi. Et donc, pour moi, de là, je me dis, ça invalide, tu vois, toutes les autres altcoins qui diront, bon, ok, on va rendre les transactions un peu plus rapides, on va agrandir la taille des blocs, ou bien je sais pas quelles autres idées avec lesquelles on vient toujours pour justifier une nouvelle altcoin. Ça n'améliore pas le fait qu'on a déjà cette séparation entre l'État et la gestion de la monnaie, quoi. Donc, les, euh, le problème avec les altcoins, justement, c'est que comme ça devient facile de créer de la monnaie, c'est difficile. On doit avoir une posture très sceptique. mhm. C'est nécessaire d'avoir une posture très sceptique. Ça ne veut pas dire que peut-être rien ne pourra en émerger, mais c'est, on doit avoir une posture très sceptique vis-à-vis de tout ce qui apparaît dans cette industrie, quoi. Euh, Ouais, on parlait tout à l'heure de l'IA, il y a eu Luna, il y a eu, bon, on a plein d'autres, hein, BitConnect et tout. Bon, ça, c'est des exemples, ça sont des exemples les plus flagrants, quoi. Mais euh, c'est c'est le Bitcoin et c'est le Bitcoin, quoi. Ouais. Effectivement. Et tu parlais tout à l'heure de la taille des blocs. Je pense que c'est un excellent, comment dire ça? C'est une excellente transition pour l'autre sujet qu'on aborde, c'est le Lightning Network. Ouais. Donc, enfin, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas le Lightning Network, très vite, Bitcoin, en fait, Bitcoin dans sa conception a été fait pour qu'en termes de sécurité et de décentralisation, il n'y ait absolument rien à dire. Et les concepts qui ont été développés après sur le but, l'objectif d'une blockchain, c'est qu'il y a un trilemme, donc trois missions, trois rôles qu'une blockchain doit remplir. C'est la décentralisation, la sécurité et puis la scalabilité. Bon, scalabilité, c'est un mot savant pour dire qu'on peut l'utiliser, on peut l'utiliser massivement, voilà, sans que ça et, et la blockchain, elle garde sa performance et tout. Donc Bitcoin côté scalabilité n'était pas très bon, mais c'est un compromis. Je dis c'est quelque chose qui est fait à dessein parce que côté décentralisation et sécurisation, il n'y a absolument rien à dire sur Bitcoin. Et donc, les gens ont cherché comment augmenter la scalabilité de Bitcoin. Enfin, quand je dis scalabilité, pour que vous vous fassiez bien à l'esprit, Bitcoin traite environ entre 7 et 10 transactions à la seconde. Si on veut comparer à Visa, parce que je pense que c'est ce qu'on fait, ça doit être 20 000 transactions à la seconde, Visa, un truc comme ça. Donc, Bitcoin, pour les transactions de tous les jours,
c'est pas forcément idéal. Donc les gens réfléchissaient à comment le faire et puis il y a eu plusieurs propositions qui ont eu plusieurs impacts, même si sur Bitcoin, il y a un moment où il y a eu un vrai clash dans la communauté, où il y a eu une séparation même de trucs. Mais bon, je vous passe ça, on va en parler dans un autre épisode très certainement. Mais les gens ont développé ce qu'on appelle le Lightning Network, qui est une couche supérieure de Bitcoin, qui permet de réaliser les transactions à la vitesse de l'éclair. C'est pour ça que ça s'appelle Lightning Network. Et puis quasiment sans frais. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un peu plus de Lightning Network. Ouais. Je crois que tu as bien introduit le sujet. C'est en fait, moi tel que je le vois, c'est que Bitcoin, lui, il a été victime en fait de son propre succès. Euh, Entre 2009 et 2013 et peut-être jusqu'à 2014, on n'avait pas vraiment des problèmes de scalabilité, hein. Mm, Bitcoin, bien au début, tu pouvais faire des transactions sans vraiment payer des frais de transaction. Tu pouvais faire des transactions sans vraiment payer des frais et ça se passait sans problème, quoi. Mais bien sûr, avec le succès, on a eu comment dire, bottleneck au niveau des blocs et il fallait faire quelque chose. Donc, soit on avait deux options, soit on augmente la taille des blocs, soit on passe sur une couche supérieure. Et ben, c'est ce qui a amené à la très célèbre guerre des blocs et la scission de la chaîne entre Bitcoin Cash et le Bitcoin Core. Et je pense que c'était une bonne chose parce que le marché, justement, parce que ça nous permet justement de comparer ces deux différentes approches, quoi, c'est-à-dire celle avec les grands blocs et celle avec une surcouche. Et c'est très intéressant parce que l'idée d'une surcouche en dessus du Bitcoin, c'était quelque chose qui avait déjà été prévu dès le départ, dès les premiers jours, tu parlais, je crois, tout à l'heure de Alphine. Je me rappelle mhm, avoir vu un post sur Alphine qui parlait justement, mhm. qui prévoyait déjà ce problème et qui proposait donc euh, de l'option d'une surcouche sur le Bitcoin, quoi. Et c'est comme ça donc que le Lightning est né. Et en fait, ce que je voulais juste te dire, et je sais que tu le sais, justement, c'est qu'on fait souvent cette comparaison entre le Bitcoin et le Visa. Ça, c'est une très fausse comparaison parce que euh, Bitcoin, c'est en fait un réseau de règlement, alors que le Visa, c'est plutôt des paiements. Donc, une comparaison plus équitable serait entre le Visa et le Lightning Network, qui ont les mêmes fonctions, celles de régler les paiements. Euh, le Lightning de paiement, comme tu disais, le Lightning Network, comme tu disais, c'est donc une surcouche en dessus du Bitcoin. C'est en fait un réseau de canaux de paiement entre plusieurs individus qui permettent en fait de faire des transactions en dehors de la chaîne, des transactions avec du Bitcoin en dehors de la chaîne, en dehors des contraintes euh, de la chaîne, c'est-à-dire les contraintes de scalabilité. Et elles se font à la vitesse éclair, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et Ouais, ouais. tout à fait. Et je sais pas si tu as déjà eu affaire à des solutions d'implémentation de Lightning Network qui sont réalisées par des startups africaines. Parce que, à mon sens, hein, bon, j'en profite pour le dire, moi, là où les entrepreneurs africains devraient se concentrer dans la matière, donc au sujet de la blockchain et tout, c'est adapter, donc développer des solutions pour que les populations africaines intègrent Bitcoin dans leur quotidien, en fait. Plutôt que d'essayer de développer la blockchain Afro, Nation, machin truc là, Mhm. c'est développer, je sais pas moi, une application qui permet facilement d'acheter du Bitcoin ou même d'interagir avec le Lightning Network, par exemple. Je pense que c'est plus là qu'on doit apporter notre valeur ajoutée dans le Mhm. pont entre le monde réel, enfin le monde financier classique, là, auquel on est habitué, auquel enfin, on est contraint de l'utiliser dans la vie réelle, là, et puis Bitcoin, ce nouveau monde qui est venu pour tout bousiller, en fait. Oui, en Afrique, il y en a. Et Mm, il y en a. Je sais qu'au Nigeria, le Nigeria, euh,
j'en connais un ou deux qui travaillent sur des solutions Lightning Network. Au Cameroun, bien sûr, tu as Ejara, qui, Mhm. si je me rappelle bien, a introduit le, le Lightning Network sur leur portefeuille. Et, mais on est encore au début, hein, et je suis d'accord avec toi que le plus gros du travail ce sera d'intégrer le Lightning, de vulgariser en fait le Lightning Network. On le voit par exemple avec, ça ce sont des exemples classiques, hein, ce que fait Bitcoin et Cassie en Afrique du Sud, cette communauté dans les townships en Afrique du Sud. Et il y a aussi le travail de Québécois que je sais dont tu es au courant, parce que tu as Mhm. eu gloire sur ton podcast dernièrement. Pour moi, je pense que c'est le chemin à suivre, quoi. Certes, on a des pays qui, on a eu la RCA, on a eu, bon, en dehors de l'Afrique, on a eu le Salvador, qui ont adopté Bitcoin et qui vont œuvrer au développement de Bitcoin dans leur pays. Mais je me dis toujours, ces décisions, elles ne sont pas irréversibles, quoi. Elles sont soit un coup d'État ou bien une élection, Ouais. tu vois. Il suffirait d'un coup d'élection pour tu vois, pour l'annuler. Donc, je crois que le plus gros du travail, c'est que les communautés se l'approprient et le Lightning Network est incontournable. Euh, je suis avec beaucoup de passion ce que tu vois, ces organisations que j'ai citées tout à l'heure font. Mhm. Et je crois que ça, c'est le chemin à suivre, quoi. Mhm. C'est un très bel exemple que tu as pris là, celui de Bitcoin et Kasi. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Bitcoin et Kasi, c'est une initiative comment dire ça, de promotion de l'utilisation du Bitcoin en Afrique du Sud. Et je vous invite à aller voir leur page Insta ou Twitter. Donc, ils vont dans les townships et puis ils parlent de Bitcoin aux enfants, aux gamins, ils leur donnent des Satoshi. Et puis, on les voit aller payer des trucs dans la boutique du quartier. C'est hyper impressionnant. Et je pense que c'est une des choses qu'on doit systématiquement intégrer dans notre démarche comment dire ça, quand on essaie de convaincre quelqu'un d'utiliser Bitcoin. Je pense il y a une satisfaction particulière et la première fois que tu utilises Lightning Network, franchement, c'est bluffant en fait. Je veux dire, tu règles la transaction là comme ça, tu n'as pas besoin de connaître le nom de la personne, tu n'as pas besoin que la personne soit en face de toi, tu as juste besoin d'une adresse, un QR code, et puis tu le fais comme ça, et puis paf, il reçoit ses 5 dollars ou ses 5 000 francs en Bitcoin, mais instantanément. Ça, c'est vraiment puissant, en fait, je trouve, comme outil de communication. Je sais pas ce que tu en penses. Ah oui, c'est vraiment puissant, comme tu dis. Je parlais tout à l'heure du séminaire que j'avais eu l'opportunité d'organiser. Et pour moi, quand je le faisais, c'était, c'était clair dans mon esprit qu'il y aurait un côté théorique et un côté pratique. Et le côté pratique, bien sûr, c'est faire des transactions sur le Lightning. Je l'ai fait pendant le séminaire, je l'ai fait pendant tout mon séjour au Cameroun avec, tu vois, à chaque fois que j'avais l'occasion d'en parler avec quelqu'un. On peut expliquer avec les mots c'est quoi le Bitcoin, c'est bien beau, euh, mais euh, voir, la, c'est-à-dire voir la lueur dans les yeux des personnes qui Mm. essayent le Bitcoin, le Lightning Network pour la première fois, c'est quelque chose de magique, quoi. Et c'est, je veux dire, on peut avoir toutes les théories qu'on a sur le Bitcoin, ça ne remplacera jamais cette expérience, quoi. Et moi, c'est toujours mon approche, hein, c'est-à-dire très peu de mots et rapidement, on installe un wallet Un wallet. Mm. et je fais une transaction. Et pour que les gens en fait comprennent, et ça fait réfléchir, quoi. Ça fait vraiment réfléchir. Pouvoir faire un transfert de la valeur comme ça de pair à pair, rien que par un clic, ça c'est vraiment magique. Et c'est pour moi,
c'est le Lightning, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a souvent des périodes où on se posait la question, est-ce que le Bitcoin, est-ce qu'il peut vraiment réussir? Est-ce qu'ils vont pouvoir aller jusqu'au bout? Mais je crois qu'avec le Lightning, cette question ne se pose plus vraiment, quoi. Mhm. Et c'est vraiment, vraiment à nous de se l'approprier à présent. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Ok, bon bah écoute, Eric, on est arrivé à la fin du podcast. Donc je vais te poser la question traditionnelle Mhm. de ce podcast. C'est qui est-ce que tu souhaiterais voir invité à ce podcast, que tu aimerais écouter Mhm. bavarder avec nous, qui aurait des choses intéressantes et inspirantes à partager sur Bitcoin? Dans la communauté francophone africaine, Ouais, idéalement, oui. idéalement, ok. Ben, intuitivement, moi je pense à Fodé Diop. Ok. Je crois qu'il a une expérience dans l'industrie, euh, déjà dans le Bitcoin, mais aussi dans Ethereum. Je crois qu'il a aussi développé dans Ethereum, sans Mhm. pareil, quoi. Sans pareil. C'est-à-dire qu'on parle, que ce soit au niveau africain ou bien au niveau mondial. Et je suis sûr, et avec le travail qu'il fait aujourd'hui, avec son académie, je crois qu'il aurait vraiment des choses très intéressantes à partager euh, à tes auditeurs, quoi. Euh, une autre personne à qui je pense, c'est une dame, une Togolaise, euh, Farida, je pense. Je sais pas Farida, si je sais pas si je prononce bien son nom. c'est ça. Et je l'ai écoutée à plusieurs reprises déjà, je crois 2 reprises. Et je crois que c'est aussi quelqu'un de très intéressant parce qu'elle maîtrise vraiment bien la problématique du CFA. Elle maîtrise parfaitement la problématique, en fait, le sujet du Bitcoin. Et je pense que ça, je pense que ça, c'est un mélange assez intéressant à explorer, quoi. C'est-à-dire expliquer le Bitcoin en partant, n'est-ce pas, le trajet du franc CFA au Bitcoin. Et je pense que ça, si tu arrives à l'avoir sur ton podcast, je crois que ce serait top, quoi, ce serait super. Ok, merci beaucoup pour ces deux noms. C'est des gens que je guette également. Donc, Mhm, merci de confirmer le fait que ce que je pense d'eux mhm. et du fait qu'ils nous apporteront des insights très intéressants. Ok, bon, bah écoute, c'est bon pour nous. Merci beaucoup, Eric, de t'être prêté à l'exercice, pour la qualité de la discussion. Enfin, finalement, on a exploré des, des questionnements intéressants. Et moi, c'est toujours un plaisir de discuter avec un Bitcoiner. Donc, merci beaucoup et puis on se dit à la prochaine fois. Merci. J'étais très heureux d'être sur ton podcast, de discuter avec toi. Comme je disais tout à l'heure, euh, c'est toujours un plaisir de trouver quelqu'un d'aussi passionné du Bitcoin euh, et de pouvoir en parler, quoi, et de promouvoir ce message de liberté, de monnaie et de tout, quoi, dans la communauté africaine qui, je pense, en a vraiment, vraiment besoin. Nous sommes à la fin de l'épisode du jour. Je vous remercie de l'avoir écouté. L'objectif de ce podcast est de partager la correcte information sur le Bitcoin et les cryptos. Si vous avez appris des choses nouvelles ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Il est disponible sur les plateformes de streaming YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que j'aborde, ou même si vous souhaitez être invité à discuter au cours d'un épisode, je serai très heureux d'en parler. Vous pouvez me mentionner sur Twitter, le pseudo c'est @afrique_bitcoin. Encore merci et à bientôt.